démarrer un enregistrement. Alors, on a vu, donc c'est le 8e TD et c'est le 6e TD sur les... c'est le 3e TD, pardon, sur les, les choses du web. Donc l'idée c'est que en TD 6, 7, 8, on a vu du design d'applications web au TD6, les serveurs au TD7 et le client au TD8. Du coup, ce TD est un petit peu plus... Enfin, il va être largement même plus court que les autres. Et vous utilisez toujours les TME 6, 7, 8, 9, 10 pour bosser sur votre projet. Et là, j'ai moins d'inquiétude vis-à-vis de ce projet que par rapport au projet de PAF par exemple, parce que j'ai régulièrement des questions, des sondages. Christine, elle me fait part aussi de l'avancée des projets de son groupe, et donc ça a l'air d'avancer. Donc voilà, prenez pas trop de retard, parce que le concept habituel du M1, c'est que au moment des examens, il y a à la fois à faire les projets de 3 yeux plus les PSTL, et ça explose souvent à ce moment-là, et donc a fortiori c'est encore plus dur à distance, parce qu'on a, enfin, il y a plus de travail, et le travail est moins bien réparti, mais de ce que j'ai compris, vous avez quand même pas mal avancé sur votre projet PC3R, donc ça c'est bien. Et alors du coup en TD, la semaine prochaine, alors Christine elle a déjà fait le week-end précédent, mais nous on le fera lundi prochain, non enfin lundi à la rentrée, donc dans 3 semaines, on fera de l'Estérel, et au dernier TD, dans 4 semaines, on fera du lustre. Ça c'est un petit TD qui devrait pas durer longtemps, là par contre probablement ça durera 2 heures, un petit peu. Et les TME toujours pour le prochain. Donc Estérel des exos, lustre des exos, et aujourd'hui on regarde la partie client de ce qu'on avait fait. Alors le sujet du TME, c'est une description plus en détail de la bibliothèque et des parkings qu'on a vu la semaine dernière. Et puis j'ouvre mon Eclipse, donc vous vous souvenez qu'on avait ces histoires de bibliothèque dans lequel on avait modélisé. On n'avait pas fait de base de données, vous avez dit, parce que j'avais pas envie de me taper la difficulté d'une base de données, mais en fait peut-être j'aurais dû faire ça, parce que ça aurait fait 2 TD, j'aurais pu les répartir sur 2 TD. Et on avait dit qu'on avait des classes qui permettaient de manipuler des rayons de livres, des bases de données d'emprunt. Et puis on avait je vous avais montré la semaine dernière, donc les fonctions du serveur qui permettent de manipuler des emprunts. Donc ce qui compte, c'est qu'on est dans ce cas-là dans une architecture de ressources où on a sur le serveur la ressource livre, la ressource emprunt et la ressource utilisateur, et qui peuvent être contactés par le serveur pour faire de plusieurs manières. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour les livres? Dans leur servlet livre, par exemple, on a vu qu'on pouvait faire un get pour récupérer en paramètre les livres selon titre, auteur ou ID. Donc on peut faire un get titre, auteur, ID. Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire sur les livres. Sur les emprunts, on peut faire un get pour récupérer un emprunt par paramètre, par ID, ou alors on peut faire un put pour ajouter un emprunt. Ça ajoute un emprunt. Et on peut faire un delete pour supprimer un emprunt. Et pour les utilisateurs, on avait vu sur le servlet utilisateur qu'on pouvait faire un get pour récupérer les infos. Donc on fait un get et on donne un login, et ça nous renvoie
des infos et on récupère un profil. Ou alors on fait un post avec login, mot de passe, et ça nous renvoie oui ou non, est-ce que l'authentification a marché ou pas. En fait, c'est pas oui ou non, parce qu'on avait dit, ça peut nous envoyer OK, ça marche, mot de passe de le login existe, mais le mot de passe est faux, et login, c'est-à-dire le login n'existe pas. Donc voilà le schéma qu'on avait pour le serveur, et maintenant il nous faut créer un client qui va fabriquer une page web sur laquelle l'utilisateur pourra se connecter et qui va pouvoir aller chercher une authentification. Est-ce que l'authentificateur existe? Puis ensuite, qui va pouvoir aller chercher son profil, puis lui permettre de chercher des livres ou d'emprunter. D'accord? On avait vu que je vous avais montré la semaine dernière, globalement ça devrait ressembler à ça. Voilà, donc là j'ai authentification mot de passe, je me rappelle plus des bêtises que j'avais écrites pour mes utilisateurs. Alors VGE Diana, ça doit marcher. VGE Diana. Alors là ça me dit mauvais mot de passe. Si j'écris VGF Diana, ça me dit login inexistant. Donc vous voyez qu'il fait la différence entre mauvais mot de passe et login inexistant. Diana, là ça marche, ça me met les emprunts en cours, je peux chercher par livre, ça me dit 3 exemplaires disponibles, je peux en emprunter un, et voilà, hein, et puis je peux rendre un livre, et à chaque fois ça fait ce qui se passe. Et on voit ici que on a des logins, et puis on a des résultats qui s'affichent sur la sortie standard. Donc ce qu'on veut faire c'est ça, c'est un écran dans lequel on rentre d'authentification, sur lequel on reste si jamais on a un problème de mot de passe ou de login. Sinon on arrive sur un écran principal avec un cadre qui nous dit les emprunts à récupérer et les emprunts en cours, et ensuite un champ de recherche qui nous permet de rechercher par titre. Alors évidemment il faudrait écrire toute l'application avec la recherche par auteur ou par date, mais après ça revient quand même un peu au même. Et est-ce que alors ça donne aucun résultat, et ça met qu'il est indisponible. Hop, je peux emprunter celui-là. Je peux rechercher, je peux emprunter celui-là. Vous voyez là j'ai 2 emprunts en cours. Et il m'a mis une date à chaque fois. Est-ce que je peux emprunter 2 fois le même livre? Oui. Je peux en rendre qu'un des deux, et à chaque fois je regarde, enfin ça me donne le bon chiffre qui est disponible. Voilà, donc une interface vraiment minimale, mais c'est juste une interface jouée qui va interagir avec notre serveur. Et l'idée c'est de se dire comment on va faire ça. Et donc là j'ai choisi de le faire en jQuery, d'utiliser jQuery. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs manières de fournir un client web. C'est-à-dire, vous avez votre application qui est sur le serveur. Cette application, elle a un point d'entrée. Normalement, c'est un truc du type index.html ou juste on vise l'application. Le client se connecte, ferait comme un gardon tout nouveau à l'application. Et l'application lui envoie du code pour initialiser l'affichage. Donc alors avant, à la grande époque, on envoyait directement une page HTML, et cette page HTML avait des liens, genre des formulaires ou des choses comme ça, ou des liens vers des autres pages qui permettaient de recontacter le serveur. Donc c'était ça l'idée initiale, parce que quand vous vous connectiez à un site, vous récupérez l'index du site, et puis sur cet index de site, vous aviez des liens, quand vous cliquez dessus, ça recontactait le site pour aller chercher une page particulière, et puis parfois vous avez des liens paramétrés, genre la soumission d'un formulaire, qui lançait sur le serveur un programme qui vous donnait la page HTML qui allait bien.
Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est qu'on donne toujours une page HTML, mais on l'accompagne de scripts sur cette page. Et généralement, ce sont les scripts qui vont construire la page côté client. Donc vous allez récupérer une page HTML, par exemple ici, elle est quasi vide, et vous allez avoir des scripts JavaScript qui vont faire de l'Ajax pour aller chercher des informations au serveur et peupler petit à petit cette page. Donc les appels que le script JavaScript va faire au serveur pour récupérer des morceaux d'informations pour peupler cette page, c'est la technologie Ajax, qu'on va voir de deux manières aujourd'hui. La manière jQuery et la manière Fetch. Donc jQuery, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque de fonctions JavaScript utiles. Et si vous regardez le code de jQuery, d'accord, vous vous dites, ah mais ça fait qu'une ligne, et en fait, vous avez la définition de plein de fonctions, mais qui est ce qu'on appelle minifié. Minifié, ça veut dire que le code de ces fonctions a été réduit au niveau syntaxique, tout en gardant la même sémantique. Donc on a tout mis sur une ligne, pour éviter les sauts de ligne, on a mis toutes les variables sont des variables d'une seule lettre, d'accord, on a enlevé les espaces, et donc du coup l'idée c'est d'avoir une bibliothèque la plus compacte possible pour qu'on puisse l'envoyer le plus facilement possible à travers un serveur. Donc quand on se connecte à ma page, on récupère cette bibliothèque jQuery qui est minifiée, et on récupère aussi le code HTML spécifique à ma page. Donc vous voyez, j'envoie une page HTML qui a juste un titre et dont le corps est vide. Il n'y a rien dans le corps de ma page HTML. Par contre, je demande l'exécution de deux scripts. D'abord le script jQuery qui va rajouter dans l'environnement d'exécution des fonctions et des primitives de la bibliothèque jQuery pour pouvoir les manipuler, et le script client bibli qui lui va utiliser les fonctions qui viennent d'être instanciées par jQuery pour peupler cette page et fabriquer quelque chose d'interactif. Alors on regarde le code, du client bibli, et on voit qu'il commence par la construction d'un DOM. Alors dans la vraie vie, généralement on ne fait pas ça directement. D'accord ? Souvent la page HTML qu'on envoie, c'est une page HTML qui contient déjà de la structure. Ici, je voulais vous montrer que cette structure, on peut la construire entièrement à partir de rien. On ne va jamais écrire d'HTML, et à la place, on va construire la page sous forme de DOM. Et regardez comment la page est construite. On commence par créer un élément qu'on appelle titre de la page, en disant que c'est un élément de type H1. H1, c'est la balise des gros titres en HTML. Ensuite, on a créé un nouvel élément de type H1, et ensuite, on va modifier le contenu textuel de cet élément pour l'appeler authentification. Et là, c'est ce qui se passe quand on fait ça. Attendez, je vais relancer pour que vous compreniez ce qui se passe. Il faut que j'arrête mon serveur. Où il est? Là. Hop. Donc, si je relance mon serveur, vous voyez que la page sur laquelle j'arrive, c'est celle-là. Donc c'est une page où il y a authentification qui est écrit en gros. Et pour ajouter cette authentification écrite en gros, j'aurais très bien pu écrire dans l'HTML une balise H1, et à l'intérieur de la balise H1, j'aurais pu écrire authentification. Mais plutôt que d'écrire du code HTML, j'ai écrit un code JavaScript qui manipule le document et qui le fabrique avec des commandes. Donc là, je crée un élément H1, je remplace son contenu par authentification, et ensuite, je l'ajoute au corps de mon document. Document.body, c'est ce à quoi vous attendez, c'est-à-dire c'est le body, le corps de mon document. Donc quand je fais append_child à mon body, je rajoute un nouvel élément HTML, un nouvel élément du DOM, au corps de ma page. Et l'élément que je rajoute, c'est celui que je viens de créer, un élément de type H1, dont le contenu c'est authentification. Donc après je continue, je rajoute un nouvel élément de type form, c'est-à-dire un formulaire. Cet élément de type form, je l'abonne à une méthode. Donc cette méthode, ça s'appelle... donc là ce que je dis, c'est que
l'action à faire au moment de la soumission. Et là, je mets rien du tout. Je m'en occuperai après. La méthode qu'il faudra faire au moment de la soumission du document, je dis post. Et je dis ce formulaire est dans la classe de formulaire authentification. Donc ça, c'est du HTML qui permet de définir des classes pour certains éléments. C'est-à-dire de dire ce paragraphe-là est de la classe explication, celui-là aussi, et ça permet ensuite de faire des choses génériques, par exemple de faire une recherche sur tous les paragraphes de classe explication. Donc c'est une annotation qu'on rajoute sur nos éléments pour leur donner pour les identifier et leur donner un type particulier. Donc là, mon formulaire est de type authentification. Alors je dis, il a une première ligne qui est un paragraphe, et j'ajoute cette première ligne ici. Ensuite, je crée un élément étiquette, et cet attribut for login. Donc l'étiquette, elle sera associée à l'attribut login de l'élément, et le contenu, ce sera login. Ensuite, je crée un champ de input. Ah oui, d'accord, j'ai oublié d'enregistrer, merci. Non, si c'est bon, ça enregistre. Donc oui, j'enregistre. Donc ensuite, je crée un champ, un élément input. Donc le label, si vous voulez, c'est... Où il est mon navigateur? C'est cette partie-là. C'est la première case de mon formulaire. C'est une étiquette qui s'appelle login et qui est reliée à un mot login. Ensuite, j'ai un champ d'input, c'est cette boîte de texte là. Dans ce champ d'input, je dis que le type d'input ça va être du texte, que le nom ça va être login, et que l'attribut, le id, va être login. Et ensuite, j'ajoute à ma première ligne de mon formulaire, donc là vous voyez, j'ai hôte, c'est un formulaire. Ligne 1, c'est une ligne qui a été append au formulaire. Donc, si jamais Christine m'a dit qu'elle a fait ça le vendredi il y a 10 jours, je pense que c'est une bonne idée. Donc je sais que j'ai mon document, le corps de mon document ici, et je viens d'y ajouter au corps de mon document un élément de type H1, dont le contenu est le mot authentification. Là, je suis en train de créer un formulaire, et j'ai créé dans ce formulaire un premier élément, un premier sous-élément de type div, un div c'est paragraphe, que j'ai appelé ligne 1. Dedans, j'ai créé un premier champ d'étiquette que j'ai appelé un premier champ d'étiquette, donc un champ label qui contient login, et un champ d'input dans lequel on peut écrire, qui contient du texte. Et ensuite, j'ai attaché div et j'ai attaché ce label à div 1, à ligne 1. J'ai attaché ce input à ligne 1, et j'ai attaché la ligne 1, et la ligne 1, elle est attachée au formulaire. Donc l'idée, c'est qu'on construit des choses indépendamment, et ensuite on construit des relations entre ces choses en les rattachant au bon endroit. Donc là, j'ai rattaché label et input à div, et div à form. Donc ça m'a fait la première ligne de mon formulaire. Et après, je continue avec une deuxième ligne de mon formulaire, qui est aussi de type div, qui va être aussi attachée à mon formulaire. Elle est attachée à quel endroit? Ici. Et à l'intérieur, je vais faire un label et un input aussi. Un label et un input. Les deux, je vais les rajouter à cette div qui s'appelle ligne 2. Le premier va contenir le champ mot de passe, et le deuxième va contenir quelque chose qui permet de récupérer le mot de passe, donc un champ de texte qui s'appelle, celui-là il s'appelle login, et celui-là il s'appelle mdp. Et les deux contiennent un champ de texte. Et là on voit que je crée une troisième ligne, donc un troisième div. Cette ligne, elle va aussi être rattachée à form. Et dans cette ligne, je vais créer un seul élément de type input. Et cet élément, ça va être un bouton
le type c'est submit, donc ça veut dire un bouton de soumission, et le texte du bouton, ce sera connexion. Et ensuite, je relie ce bouton, évidemment, à ce qui va bien. Donc là, j'ai relié authentification à mon body, j'ai relié forme, la première ligne à forme, la deuxième ligne à forme, la troisième ligne à forme, il s'appelle auth, le forme dans mon code. Et ici, j'ai relié pour chaque ligne label input, et ici juste input. Et maintenant, c'est pas fini, il me reste une chose à faire. Quand vous regardez mon écran, normalement vous avez deviné, il faut que je relie ce formulaire au body. D'accord? Et c'est ce qui est fait à la ligne 36 ici, c'est que j'append child à body mon formulaire. Donc voilà, donc là j'ai construit ma page entièrement en utilisant des méthodes du DOM, de l'API DOM, plutôt qu'en écrivant du code HTML. Donc on voit pas le HTML, on voit pas les balises, et en un sens c'est bien parce que c'est évidemment vous pouvez dire que c'est plus facile d'écrire une page HTML que d'écrire ça. Par contre, à lire, on comprend ce qui se passe ici, on comprend ce qu'on crée, et on comprend comment on rattache les choses. Et donc, il y a une manipulation de la structure qui est explicite, et qui est peut-être plus visible. Alors je pense que c'est assez subjectif effectivement, que si vous êtes habitué, vous avez l'impression de mieux voir la structure si jamais c'est des balises HTML, mais qu'une fois que vous avez trop de profondeur dans vos balises HTML, vous avez des éléments dans des éléments, dans des éléments, dans des éléments, c'est peut-être moins facile à voir que d'écrire les manipulations du DOM. En plus là mon code, il est un peu cracra, j'ai tout mis en paquet, mais une fois que c'est aéré, avec des noms qui vont bien, normalement c'est quand même assez plus lisible. C'est quand même assez lisible. Alors, maintenant ce qu'il faut faire, c'est il faut que ce formulaire serve à quelque chose. Alors, il faut que ce formulaire serve à quelque chose. Et pour que ce formulaire serve à quelque chose, il faut que le fait de soumettre ce formulaire déclenche une action. Et alors, comment je vais faire ça? Je vais le faire avec un listener. Je vais ajouter à auth, et vous vous souvenez que auth, c'est le nom de mon formulaire. Je vais lui ajouter un écouteur, quelque chose qui attend un événement. Donc j'ajoute à mon formulaire un écouteur d'événements, auth.addEventListener, et ensuite, donc quand vous pouvez regarder l'API DOM, après c'est bien d'avoir ouvert en permanence une API qui vous donne la syntaxe des fonctions. Là vous voyez que je donne deux choses à EventListener. Je lui donne d'abord un événement. L'événement c'est un code qui est connu par JavaScript et qui dit à quel événement on doit réagir, et je lui donne un callback, ou ici on pourrait dire plus proprement, je lui donne une fonction qui va réagir à cet événement. Et donc ce que je fais en écrivant ça, en ajoutant un écouteur d'événements à l'authentificateur, c'est que j'explique à la boucle JavaScript que lorsque cet événement de la page se produit, et là cet événement comme auth c'est un form, submit d'un formulaire, comme auth c'est un formulaire, l'événement submit d'un formulaire c'est quand la personne clique sur un bouton qui submit. Et vous voyez que le bouton qui submit c'est l'input de type submit qu'on a mis dans notre formulaire. Ici on a mis un élément input, on l'a dit qu'il était de type submit, dans les faits ça se produit par un bouton connexion comme ça, et quand on appuie sur le bouton connexion d'un formulaire, on déclenche l'événement soumission du formulaire. Et donc évidemment, si on n'a pas abonné le formulaire à une fonction spécifique, ça va rien faire. D'accord? Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on abonne notre formulaire pour l'événement submit à la fonction suivante. Qu'est-ce que c'est la fonction suivante? La fonction suivante, c'est une fonction qui prend l'événement de soumission, qui empêche
qui empêche sa, sa propagation. Attendez, if invoke when the conceivable attribute value is true, and while executing the listener for the event while passive set to false, signal to the operation that caused the event to be displayed that it needs to be cancelled. Donc ça veut dire que ça le fait qu'une fois. Donc ça va, ça prend mon événement. Attendez, je revérifie juste parce que j'ai un trou. Prevent default JavaScript. C'est ça. Donc la méthode prevent default de l'interface event indique à l'agent utilisateur que si l'événement n'est pas traité explicitement, c'est-à-dire s'il n'est pas donné s'il n'est pas traité par ce genre de fonction de callback, son action par défaut ne doit pas être prise en compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un formulaire, il a une action par défaut en JavaScript, et son action par défaut, elle est donnée par action ici. Donc ça veut dire que lorsque vous créez un formulaire en JavaScript, quand vous cliquez sur Submit, ça fait l'action qui est donnée par action. Parce que à l'époque, on mettait directement ce que devait faire un formulaire dans le code du formulaire. Aujourd'hui, on a dit que c'était plus propre de ne pas mettre d'action dans le code du formulaire et d'abonner le formulaire à une fonction de callback. Donc c'est ce qu'on fait maintenant, mais on utilise Prevent Default pour empêcher le navigateur d'en plus chercher à faire cette action-là qui est vide. Donc on lui enlève son action par défaut, qui est celle qui est écrite dans le code du formulaire. On dit, regardez, l'action qu'on doit faire maintenant, c'est celle-là. Ça évite de faire deux fois l'action, comme je disais tout à l'heure. Et alors ce qu'on fait ici, c'est que on écrit un truc dans le log de la console du client. Hein, la console du client, c'est ce qu'on voit quand on appuie sur F12, quand on est dans un navigateur. On pourrait le faire ici. Et alors si je fais login Visual puis que je mets un mauvais mot de passe, voilà, on voit ici qu'il a logué, il a écrit dans le log de la console du client connexion. Et il est parti, on voit qu'il a fait un appel au serveur, qu'il a reçu mot de passe, et mot de passe ça veut dire mauvais mot de passe, et qu'il est revenu là. Et donc, voilà. Donc là on met dans la console connexion, et ensuite on appelle la fonction authentification event entrée. Donc tout ce que vous voyez dans mon code, ici, c'est des fonctions. Donc c'est des fonctions qui sont utilisées que quand elles sont appelées. Sauf cette partie-là, les lignes de 1 à 36. Les lignes de 1 à 36, elles construisent la page. Et cette partie-là, la ligne 214, qui abonne le formulaire à une fonction qui réagit. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que lorsque l'on va exécuter ce code, l'interpréter dans un navigateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire un DOM, il va construire une page, et il va abonner le formulaire de cette page à une fonction qui est donnée ici. Et c'est tout. D'accord? Il ne se passe rien d'autre à la connexion. Évidemment, tout va se passer lorsque on va soumettre en appuyant sur connexion, et on va lancer la fonction authentification qui prend en paramètre l'événement qu'on a récupéré et entrée. Et là on peut se demander mais qu'est-ce que c'est entrée? Et entrée c'est une fonction qui est ici aussi. Donc maintenant on se place dans le scénario où quelqu'un a rempli, ou n'a pas rempli d'ailleurs, les champs input, mais où il appuie sur le bouton submit du formulaire. Quand on appuie sur le bouton submit du formulaire, eh bien cet écouteur d'événements récupère cet événement de soumission et il appelle cette fonction-là. Cette fonction-là, elle empêche l'action par défaut d'être lancée, elle écrit connexion et elle lance la fonction authentification avec comme paramètre event et entrée. Donc la fonction authentification, la voilà. Elle prend un événement ici comme paramètre, vous allez voir qu'elle s'en sert jamais, puisque l'événement c'est juste une soumission, elle n'a pas besoin de s'en servir. Et elle prend comme paramètre une continuation qui va être ce qu'on doit faire si jamais l'authentification se passe bien. D'accord? Donc c'est aussi pour vous montrer que JavaScript c'est un langage fonctionnel, mais alors vraiment très fonctionnel, où on a des fonctions qui se donnent des fonctions qui leur permettent de continuer. Donc là ma fonction authentification elle prend une continuation, et la continuation que je lui ai donnée c'est la fonction entrée. On voit qu'elle est utilisée ici quand ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on lance la fonction authentification, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton de soumission?
Alors, on commence par définir une chaîne de caractères qu'on appelle URL, qui va viser le serveur. Cette URL, elle vise le serveur en créant une chaîne, une query string, donc elle vise la ressource utile du serveur. Et alors la ressource utile du serveur, on l'avait déjà vu, c'était la ressource utile du serveur, c'est le servlet utilisateur servlet. Et le servlet utilisateur servlet, c'est la classe servlet utilisateur. La classe servlet utilisateur qu'on a vu tout à l'heure. Donc on vise le servlet des utilisateurs avec comme query string un login égale la valeur de imp1. Qu'est-ce que c'est imp1? Et on voit que imp1, c'est le premier champ input de notre formulaire, donc c'est une variable globale. Donc le premier champ input de notre formulaire ici, quand on fait imp1.value, ben on prend sa valeur, et donc sa valeur, c'est la valeur qui a été input dedans. Et ici, imp2value, ben c'est le deuxième champ de notre formulaire de connexion. Donc on va envoyer une chaîne de caractères login égale, donc dans le cas de tout à l'heure, VGE, et MDP égale dianb, dans le cas de tout à l'heure. La valeur du champ 1 et la valeur du champ 2. Donc on fabrique cette chaîne de caractères, cette URL, et ensuite on écrit sur la console, ce que vous avez vu ici, on va fetcher à l'adresse, j'aurais dû mettre un A avec un accent, on va fetcher à la ressource utile espace login égale VGE égale MDP égale NP. Donc là on voit qu'on va faire un fetch sur cette URL. Alors maintenant on va faire le fetch en question. Qu'est-ce que c'est le fetch en question? Eh bien je vous ai dit fetch, c'est... Ah oui non, j'ai pas fait d'Ajax du tout. J'ai pas fait de... Il me semblait que j'avais utilisé à un moment. J'ai fait que des fetch. Ah non, si, j'ai fait les trois. Donc j'ai fait les trois techniques pour faire de l'Ajax dans cet exemple. Donc les trois techniques, enfin il y en a d'autres, hein, mais les trois que j'ai utilisées, c'est $Ajax, qui est donc l'utilisation de la bibliothèque jQuery, c'est la technique jQuery. XHR égale, qui est l'utilisation classique que les développeurs qui veulent pas utiliser, qui veulent faire du code propre, utilisaient jusqu'il y a quelques années. Et j'ai fait du fetch. Et fetch, c'est la méthode moderne. D'accord? Donc au maximum, privilégiez le fetch dans votre code client. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est fetch? Alors, ça vaut le coup qu'on regarde un petit peu. C'est un standard pour faire des requêtes et des réponses qui vont chercher des choses. Ouais, bon, c'est quand même un peu plus velu que ce qu'on a envie de lire. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'on va faire un fetch sur une ressource et qu'on va pouvoir lui... Non mais c'est pas bien ça. Bon, l'idée elle est là, on va faire un fetch sur une URL et on va lui donner des paramètres. Ces paramètres, ça va être la méthode, le headers et le mode. Et on va pas lui donner de fonction de callback. C'est-à-dire qu'on va pas écrire fetch de l'URL, ensuite les paramètres et le callback. À la place, on va écrire juste fetch de ces paramètres. Qu'est-ce que ça va faire d'écrire ça? Ça va fabriquer un appel asynchrone à cette URL. Et le résultat de ce fetch, on va le traiter comme une promesse. C'est-à-dire qu'on va lui donner deux attributs. Enfin, on va lui donner un zen. Et de ce zen, on va faire un catch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, essaye d'accéder à cette URL en faisant ça. Lorsque ce sera le cas, lorsque tu auras réussi, exécute la continuation qu'il y a dans le zen. Et si jamais tu échoues, exécute la continuation exceptionnelle qu'il y a dans le catch. D'accord? Donc, c'est la nouvelle syntaxe de l'Ajax en JavaScript depuis quelques années déjà. On écrit fetch l'URL qu'on vise, les paramètres, et ensuite on fait .zen la continuation, .catch la continuation exceptionnelle si jamais ça est mal passé. Est-ce qu'avec Laure Soulier, c'était fetch que vous utilisiez? Vous utilisiez quoi pour faire vos
vos Ajax? C'était déjà fetch ou c'était ou vous utilisiez carrément jQuery ou, euh, ou Axios ou autre chose? Bon, peut-être vous dormez, mais donc voilà. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va utiliser fetch pour aller chercher l'authentification. Donc on va viser ce couple login mot de passe de l'utilisateur et on va faire un fetch. Donc là vous voyez la fonction chercher qui est appelée ici. Ce qu'elle fait, c'est que elle fetch une URL avec les paramètres suivants. Elle veut utiliser la méthode post. Elle veut rajouter les en-têtes suivants au fetch. Et les en-têtes suivants, bah, c'est juste que je vais accepter du JSON. Je veux qu'on me renvoie du JSON, c'est ça qu'on dit au serveur. Et elle va passer en mode same origin, c'est-à-dire qu'elle fait une requête au même origin que ce code-là. D'accord? C'est ce qu'on disait, ce qu'on expliquait en cours, l'histoire de la same origin policy. Ici, on respecte complètement la politique de same origin, puisqu'on va faire un script qui accède au même domaine que sa provenance. Donc ça suffit pour fabriquer un objet fetch, une promesse de réponse, et on va lui dire ce qu'il faut faire dans le Zen si jamais la réponse revient. Et en même temps, on va lui dire dans le catch ce qu'il faut faire si la réponse ne revient pas. Donc dans le catch, c'est assez facile, on va juste lui dire, bah, j'ai essayé de faire de l'authentification et en essayant de fetcher le serveur, j'ai pas trouvé le serveur, donc voilà le message d'erreur. Le message d'erreur de si jamais on a une erreur de fetch. Maintenant, plus compliqué, qu'est-ce que je fais si je réussis mon fetch? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire un post sur utile avec un login et un mot de passe. Donc ça veut dire que j'ai contacté le servlet des utilisateurs en post avec un login et un mot de passe. On se souvient la semaine dernière que ce que fait le servlet des utilisateurs, c'est que si jamais le login et le mot de passe ne sont pas vides, il essaie de trouver l'utilisateur dans sa base, et s'il arrive à le trouver, alors il regarde, s'il n'arrive pas à le trouver, il répond mauvais login. Donc il fait, dans le getWriter de la réponse, il transforme en JSON une réponse login, et autre réponse, c'est un objet qui doit avoir un champ résultat et un champ login. Et donc si jamais il trouve que le mot de passe, il trouve pas le mot de passe, il renvoie juste le mot login. Si jamais il trouve que le mot de passe n'est pas égal au mot de passe qui est dans la base, alors il renvoie MDP. Et si jamais il trouve que le mot de passe est égal au mot de passe qui est dans la base, il renvoie OK. Alors évidemment, on est dans un cas pédagogique, on n'envoie pas les mots de passe et les logins en clair, mais vous voyez l'idée. Vous avez un client qui contacte le servlet des utilisateurs avec un post, qui envoie deux paramètres login et mot de passe. Le servlet des utilisateurs va traiter cette requête, renvoyer une de ces trois réponses disponibles, et nous, on va normalement se récupérer une des trois réponses disponibles dans notre code client. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est que si jamais le fetch marche, on récupère, on lui applique cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est une fonction de callback pour le résultat. Donc c'est une fonction qui prend le résultat et qui en fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle prend la réponse et elle fait un point JSON de la réponse. Ça veut dire qu'elle prend la réponse HTTP et elle essaye de la convertir en JSON. Et il se trouve que point JSON, c'est aussi quelque chose c'est aussi une promesse. C'est aussi quelque chose qui va être soit un succès, soit ça va pas réussir à parser la réponse comme du JSON. Donc on lui fait aussi un point .zen.catch. Si jamais, le point catch, c'est si jamais on n'arrive pas à convertir en JSON. À ce moment-là, on met qu'on a une erreur de parsing dans le log de la console. Et si on arrive à convertir en JSON, on lui donne comme callback une fonction qui prend le JSON résultat, qui écrit qu'elle a .zen.catch, c'est effectivement dans la... Alors c'est pas dans la DOM, mais c'est dans JavaScript. Okay, comment ça s'appelle
alors, .zen.catch, c'est dans la description de la primitive fetch. Et... est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? Non, si c'est ça. Alors. Donc on va regarder les Mozilla, les choses de Mozilla. Ah voilà, c'est ça. Bon, c'était marqué dans le truc là ici. C'est qu'est-ce que c'est une response de fetch? C'est la réponse d'une requête et cette réponse, elle a un statut. Donc et elle a non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas la response. Ce que je voulais dire, c'est le zen. Donc voilà, ça s'appelle une promesse. En gros, enfin, en fait, voilà, c'est ça que je sais comment répondre à votre question. Dans JavaScript, c'est dans JavaScript la notion de promesse. Une promesse dans JavaScript, c'est un objet qui a un champ zen. Ce champ zen, on l'appelle quand la promesse est fulfilled, quand la promesse est tenue. Quand la promesse est tenue, on appelle la fonction qui est dans le champ zen. Si la promesse explose à un moment, on appelle la continuation exceptionnelle qui est dans le champ catch. Donc zen et catch, c'est des outils de JavaScript qui marchent par rapport aux promesses. Oui, alors si votre question c'était sans include, c'est ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. Pardon, c'est que les promesses sont dans JavaScript. Alors, il faudrait que je regarde si j'ai... c'est quoi la référence? Promises JavaScript. Un objet promesse peut être réalisé à traitement. Blablabla. Donc voilà. Ah oui, c'est bien. Donc soit on a une promesse, soit elle est fulfilled, c'est-à-dire soit elle est tenue. À ce moment-là, on appelle le zen. Soit elle est rejetée, et à ce moment-là, on appelle le catch. Et on a un objet de message. Après, on a un truc spécial qui permet de faire, si jamais c'est rejeté, à la place, on fait un autre truc. Et donc l'idée, c'est que une promesse, elle est... on peut chaîner des promesses, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut avoir que le résultat d'une promesse, ce soit encore une promesse, et donc qui va récupérer un zen et un catch. Donc ça, c'est complètement dans le code de JavaScript, et ça fait partie des outils de JavaScript qu'il faut maîtriser pour continuer. C'est pas une API, c'est pas une extension. Les promesses avec des zen et des catch, ça fait partie du langage JavaScript. Fetch, ça fait partie du langage de base JavaScript, et ça permet de faire facilement de l'Ajax et de le traiter sous forme de promesse. Donc fetch fabrique une promesse de réponse, et donc on lui donne une fonction zen qui traite la réponse au moment où elle arrive, et une fonction d'erreur qui traite l'erreur si jamais le fetch se passe mal. Et ce qui est rigolo, c'est que si jamais on répond un truc et qu'on essaie de le convertir en JSON, la fonction qui convertit en JSON en JavaScript, son résultat, c'est aussi une promesse. Une promesse avec qui on donne le bon code si jamais la conversion a réussi, et on lui donne une erreur si jamais la conversion a échoué. Donc on a deux types de promesses, un qui est donné par fetch et un qui est donné par JSON. Et les deux sont dans la base de JavaScript, c'est dans la couche 2, la couche 1 de JavaScript, j'avais dit, c'est le langage de programmation impératif, fonctionnel. La couche 2, c'est la manipulation du DOM et aussi ces choses comme fetch ou les promesses. Et puis la couche 3, c'est les trucs qu'on rajoute en plus et qu'on essaye de mettre au maximum. Alors, Isabelle, vous n'avez pas saisi l'intérêt de faire ça par rapport au JSP. JSP semble plus simple, mais c'est complètement différent. Alors, ça dépend ce que vous appelez ça. Si ça, vous appelez, c'est d'écrire ce truc-là, effectivement, c'est plus simple d'écrire directement l'HTML ou d'écrire un template. Mais, lorsque vous faites du JSP,
vous travaillez côté serveur. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Quand vous écrivez votre page JSP, elle est convertie en un servlet et elle fabrique du HTML à la demande. Moi, ce que je veux, c'est côté client, avoir un moteur qui tourne et qui va chercher des informations que quand il y en a besoin. Je ne veux pas télécharger des pages JSP à chaque fois pour rechanger mon affichage. Je veux juste envoyer des demandes ponctuelles pour des résultats à mon serveur. Donc je ne veux pas récupérer une page HTML, c'est ce que fait le JSP. Le JSP, c'est que ça renvoie de l'HTML. Je ne veux pas récupérer une page HTML, je veux juste récupérer un morceau de JSON, un morceau d'information en JSON. Là, je voulais juste récupérer soit mot de passe, soit login, soit OK, pour savoir comment s'est passée l'authentification. Et à ce moment-là, je fais un petit appel à ce qui passe côté, à ce qui se passe côté serveur. Donc là, effectivement, mon appel, là, c'est du code client, ça tourne dans mon navigateur, et mon navigateur, il fait un fetch sur mon serveur. Alors, Edwin, c'est une bonne question. Introduction, Promises, JavaScript. Les promesses de JavaScript, ça existe depuis au moins 10 ans. Depuis 2013. Ça existe depuis 8 ans, les promesses. Et fetch. J'essaie de trouver. Faudrait que je retrouve les documents du W3C. Je dirais que ça a 3 ans, bref, à peu près, mais... Ouais, c'est ça. Donc, on va dire que les promesses, ça a été intégré au langage JavaScript en 2013, et Fetch, ça a été intégré à JavaScript en 2018, à peu près. Ok, donc j'imagine que ça répond à votre question. Donc les promesses, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir dans un langage. Je vous en ai parlé un petit peu au début de PC3R, pour LWT par exemple. Quand vous avez un langage qui est asynchrone, c'est-à-dire qui fait des choses à l'arrière, vous avez envie d'avoir un système qui dit fais quelque chose, et ensuite, le jour où ça marche, le jour où tu as le résultat, tu feras ça, et si jamais t'échoues, j'ai envie que tu fasses ça à la place. Donc cette idée de faire des choses de manière asynchrone, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre dans tous les langages de programmation moderne. Donc c'est normal que ce soit arrivé au début, et c'est normal que ce soit arrivé dans JavaScript assez rapidement, une fois que JavaScript est devenu un vrai langage de programmation et est sorti du truc bidouillage web, parce que on a une boucle d'événements dans JavaScript, on a cet event loop qui dit que vous exécutez du code jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à faire, et quand vous exécutez du code, vous fabriquez des événements qu'il faudra traiter plus tard. Et une fois que vous avez fini ce que vous avez à faire, vous regardez dans la file des événements s'il y a des choses que vous avez dit qu'il fallait traiter, si oui, vous les traitez, et comme ça, vous rajoutez dans une file toutes les choses, plein de choses qui doivent être traitées les unes après les autres. Donc c'est normal de mettre des promesses dans JavaScript. Et après, Fetch n'était pas nécessaire pendant JavaScript, puisqu'il était fait par autre chose. Soit les développeurs vraiment purs, ils utilisaient les XML HTTP request, les XHR, qu'on va voir tout à l'heure. Donc ils écrivaient en natif avec l'API JavaScript qui existait depuis 15 ans,
ils écrivaient en natif leur appel asynchrone. Et puis les développeurs qui s'autorisaient à utiliser des API, eh ben, ils faisaient du $.ajax ou du Axios pour faire leurs appels asynchrones. Et il y avait, c'est-à-dire si on veut, il y a cette notion de pureté chez les développeurs web clients qui essayent de faire quelque chose qui ait besoin le moins d'API, que la logique à l'intérieur de votre client ait le moins besoin possible de, d'API externes. Alors évidemment, pour tout ce qui est la partie style, construction, vous allez utiliser des choses comme Bootstrap, etc. Mais dans la partie logique, vous voulez quelque chose d'assez pur. Et si vous voulez quelque chose d'assez pur, vous n'avez pas envie d'utiliser Axios, Ajax, etc. Et en même temps, définir à la main des XSR HTTP, ça prend du temps. Donc il y a plein de développeurs qui avaient leur classe à eux, leur raccourci à eux, pour faire ça plus vite. Et du coup, comme on avait déjà les promesses, ça a été en 2018 une idée de dire bon bah on va faire un mot-clé spécial qui sera dans la couche 2 de JavaScript, dans le DOM, qui va permettre de faire de l'Ajax de manière directe. Et comme c'est quelque chose qui s'accorde bien avec la notion de promesse, on va faire en sorte que le résultat d'un fetch, ce soit une promesse. Donc vous voyez, c'est marrant parce que c'est un langage qui a commencé à la fin des années 90 comme le pire langage de la Terre, un langage de jouet avec une syntaxe et des typages complètement désordonnés. Et puis maintenant, c'est devenu un langage moderne dans lequel on met des choses élégantes et puissantes comme la gestion des promesses ou le fait que aller chercher quelque chose à l'extérieur, ça devrait être traité comme une promesse et donc c'est traité comme une promesse. Alors Thibaut, si on veut qu'un événement charge une nouvelle page et donc décharge la page actuelle, que fait-on? Eh bien on peut redéfinir le DOM en utilisant l'API du DOM. Non, attendez. Vous pouvez, en utilisant des remove child pour enlever les choses de l'élément, ou en créant une nouvelle page et en remplaçant le body par cette nouvelle page. Alors, c'est ce qu'on va faire ici quand on va appeler la continuation du résultat, parce que la continuation c'est la fonction entrée. Et la fonction entrée, elle devrait faire quelque chose de similaire, puisqu'on a envie d'effacer ce qu'on a mis pour faire autre chose. Oui, et c'est ça qu'il faudrait que je vous dise, Thibaut, c'est que la manière propre de procéder, c'est le remove child. D'accord? La manière propre de passer à une autre page quand vous êtes dans un moteur single page, c'est-à-dire un moteur où vous modifiez le DOM directement. La manière propre de procéder, ça va être d'utiliser remove child pour enlever un morceau d'une page ou la page complète et ensuite y mettre quelque chose d'autre. Voilà. Donc cette fonction, la fonction chercher, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est celle qu'on appelle là. Elle fait un fetch sur une URL et ensuite ce fetch est une promesse. Quand la promesse est tenue, on prend la réponse de ce fetch. Cette réponse, on a vu que c'était un JSON qui contenait soit MDP, soit OK, soit login. Et ensuite, on prend cette réponse, on la parse en JSON, et si on réussit à la parser, on appelle la fonction de continuation ici sur le résultat. Et la fonction de continuation, quand on a appelé authentification, on lui a donné entrée comme fonction de continuation. Donc là, on fait chronologiquement ce qui est en train de se passer. Si jamais on a réussi à fetcher ce qui va bien, on va récupérer du JSON qui est la réponse de l'authentification et on appelle la fonction entrée. La fonction entrée, elle prend du JSON, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le formulaire de la page. Donc à ce moment-là, on clear la page et on enlève le formulaire. Et on regarde ce qui se passe. Si le résultat est OK, alors on appelle la fonction accueil avec comme paramètre le login qui nous est revenu dans la réponse. En fait, si vous regardez ce qu'on avait là, une réponse dans le code serveur, c'est deux attributs, un résultat qui est soit MDP, soit login, soit OK, et le login de l'utilisateur. Et du côté client, on va regarder si le résultat est OK. Si le résultat est OK, on lance la fonction d'accueil
avec login, la fonction d'accueil, elle est là. Si jamais le résultat n'est pas OK et que c'est mot de passe, alors on reste sur la page d'authentification, on a juste enlevé le formulaire, et on écrit mauvais mot de passe. Si jamais le résultat est login, on écrit login inexistant. Ensuite, on crée un nouveau bouton, dont on l'ajoute, qui est marqué réessayer. On l'ajoute au document body. Donc on a enlevé le formulaire, on a mis ce bouton à la place. Et si jamais on abonne ce bouton, on l'abonne à l'événement de clic, c'est-à-dire si quelqu'un clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'on fait? On lance cette fonction-là qui écrit réessayer dans le log du navigateur et qui fait document location reload. Et donc là, on peut regarder ce que c'est document location reload. Peut-être ça aussi, ça répond à votre question. Ça recharge la ressource depuis l'URL actuelle. Donc ça retourne sur index.html, ça retourne sur la page classique et ça revient au tout début. Donc on re-rentre ici, on refabrique ce truc-là. Quand on appuie sur essayer, on refabrique ce truc-là et on passe. Donc c'est aussi une autre réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, Thibaut. C'est on peut utiliser document reload pour recharger entièrement une page. Alors, donc on a vu ce qui devait se passer. On peut faire le plan un peu comme ça. C'est que on a une page d'authentification et sur cette page d'authentification, il y a un formulaire qu'on a appelé hôte. Si jamais il y a l'événement submit qui est fourni, alors on va fetcher une authentification au serveur. On a la réponse qui nous revient, et à ce moment-là, quand on récupère la réponse, il peut se passer trois trucs. Soit on a MDP, et là on arrive sur une page avec un bouton pour réessayer, soit on a login, on arrive sur une page avec un bouton pour réessayer, et quand on clique sur réessayer, ça nous ramène au début. Soit on a OK, et à ce moment-là, on arrive sur une page d'accueil. Enfin, on lance la fonction accueil. Qu'est-ce que c'est cette fonction accueil? Elle prend un login, et ce qu'elle fait, c'est que elle récupère les données d'un utilisateur, et elle donne comme continuation une fonction accueil2. Donc vous voyez probablement qu'on pourrait mettre à plat mon code et le simplifier un petit peu pour éviter toutes ces indirections entre fonctions, mais l'idée c'est que quand on fait du JavaScript, on se récupère souvent un spaghetti de continuation avec des fonctions qui appellent des fonctions comme continuation, et c'est dur à débugger parce qu'on est perdu dans les fonctions de continuation. Alors si vous voulez juste ajouter un message d'erreur et laisser le formulaire pour essayer directement, c'est possible sans remove child, tout à fait. Vous pouvez ne pas faire remove child sur authentification ici, et ça va laisser le formulaire. Donc vous ajoutera juste un message d'erreur, et puis vous pourrez, et puis le formulaire pourra être rempli et resoumis, vu qu'il est toujours abonné à la soumission. C'est vrai. Alors, on renvoie récupère utile, on lui passe le login, et on lui passe comme continuation accueil2. Et là, on va refaire un nouveau fetch pour récupérer le profil d'un utilisateur. Alors, on se rappelle, le profil d'un utilisateur, ça doit être le get sur les utilisateurs. Quand on fait un get sur les utilisateurs, il faut donner un login. Et si le login est présent dans la base de données, on envoie un toString du login. Alors je me souviens plus ce que ça veut dire un toString du login, mais c'est pas grave, on regarde l'utilisateur. Et un toString, ça va être nom et login. C'est vrai? C'est nul, non? Je pensais que c'était un truc un peu plus... Je pensais qu'il y avait les emprunts. Ok, non, bon, très bien. Donc en fait, ça, on va juste récupérer un utilisateur à partir de son login. En fait, on va récupérer son nom. C'est ça que ça veut nous... C'est à ça que ça sert. Donc on récupère un utilisateur. On fait... Alors ce coup-ci, je vous le fais en mode old school. Donc le mode old school, c'est de définir une XML HTTP request. Donc c'est avant fetch, quand on ne voulait pas utiliser d'API comme jQuery, ou même avant jQuery.
ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait comme ça. On crée un nouvel objet XML HTTP request, on l'appelle XHR ici. On l'ouvrait en lui disant, quand on l'ouvre, on lui donne une méthode et une URL. Donc la méthode c'est get et l'URL c'est utile, la ressource utile avec comme query string login égale le login qu'on a récupéré comme argument de la fonction ici, comme paramètre de la fonction ici. On faisait xhsr.send pour envoyer la requête, et ensuite on abonnait cet objet de requête distante à un callback. Et donc on lui disait, lorsque son état de prétitude change, c'est-à-dire lorsqu'il devient prêt, lorsqu'on récupère le résultat de ce qui est ici est un fetch techniquement, mais c'était avant la technologie fetch, alors on donnera le résultat à cette fonction-là, qui dit si la requête est terminée, si son état de prétitude s'est terminé, alors on parse la réponse en utilisant json.parse, ça nous fait un résultat, et on appelle la fonction de continuation ici qui est accueil2 avec ce résultat. Donc vous voyez les différences entre un fetch et entre la nouvelle méthode, la méthode moderne et la méthode ancienne. La méthode ancienne, elle est plus verbeuse parce qu'elle demande plusieurs lignes, de définir l'objet, de définir des attributs, de faire des tests, d'abonner cet attribut à un événement de changement d'état, de vérifier que c'est bien le bon état qu'on atteint. Et vous voyez par contre que pour parser du JSON, c'était mieux parce que on avait directement let JSP.json.parse, alors que maintenant, si on utilise correctement le point JSON de la réponse, eh bien on récupère une promesse aussi qu'il faut traiter avec un zen et un catch. Donc c'est plus propre et plus élégant la méthode moderne, d'utiliser fetch et les zen catch, mais il y a toujours beaucoup de développeurs, en tout cas j'en connais, qui continuent par pureté du code à utiliser le let xhr égale new machin, et que généralement ils méprisent un petit peu l'utilisation de jQuery ou de bibliothèque annexe, et ils préfèrent utiliser la méthode basique qui est décrite dans la couche 2 de JavaScript pour faire leur appel Ajax. Donc voilà un appel Ajax décrit sous forme de XML HTTP request, et voilà un appel Ajax similaire qui est décrit sous forme de fetch. Ensuite, si jamais ça s'est bien passé ce truc-là, on a récupéré un objet utilisateur, enfin une string utilisateur en JSON avec un champ nom, un champ login, enfin avec un nom de point, login de point. Et non pardon, on a récupéré un JSON qui contient un utilisateur, un nom d'utilisateur et un login d'utilisateur. Et ce JSON, on la passe à la fonction de continuation qui s'appelle accueil2. Accueil2, qu'est-ce que ça fait? Ça écrit sur la console du client le nom de l'utilisateur, son login et ses emprunts. Ah bah non, bah voilà, ce qu'on a récupéré. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est pas juste un... Ah oui, non mais c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on renvoyait c'était le toString, mais pas du tout. Le toString c'est juste pour écrire sur la sortie du sens standard du serveur. Et ce qu'on envoie, c'est ici dans le getWriter, et ce qu'on write, c'est une conversion de l'utilisateur en JSON, en utilisant JSON. Alors donc là on va bien récupérer l'utilisateur en entier. Bon, voilà. Et donc l'utilisateur, qu'est-ce que c'est? Un nom, un login, un mot de passe, et une liste des emprunts. Donc on va récupérer un objet JSON qui contient la liste des emprunts de l'utilisateur, qu'on va pouvoir afficher. Donc c'est ce qu'on fait ici. On commence par changer le titre de la page pour espace 2 et on met le nom de l'utilisateur. Alors on va faire un truc qui marche ici. Où est-ce qu'on l'avait? Voilà, donc on a changé le gros titre ici. Et puis on a créé un nouvel élément, une section qu'on a appelé emprunt. Et le texte de la section c'est emprunt en cours. Et ensuite on a regardé, on a pris dans cet objet utilisateur qu'on a récupéré grâce à cet appel Ajax. On regarde s'il y a des emprunts. S'il n'y a pas d'emprunt, on met qu'il n'y a aucun emprunt. Et on change la couleur pour que ce soit bleu. Sinon, on récupère la liste des emprunts. On crée une liste. UL, c'est le code HTML des listes. On rajoute cette liste à la page. Et ensuite, pour chaque emprunt
de la liste des emprunts qu'on a récupérés. Alors on crée un list item, un nouvel item de la liste. On met comme texte le nom du livre substrat, le titre du livre substrat pour le, et on met la deadline de l'emprunt. Et donc on va parcourir la structure, la structure de tous les emprunts qui est stockée à l'intérieur de l'utilisateur qu'on a récupéré avec cet appel Ajax. Et pour chacun des emprunts, on va l'afficher. C'est ce que vous voyez tout à l'heure, je vous avais dit. Si jamais c'est quelqu'un qui a déjà emprunté 3 livres, bah, quand on charge sa page, pour chacun des livres, ça va écrire pour chacun des livres, ça va écrire le titre du livre pour la deadline, et on rajoute un bouton. Je ne l'ai pas rajouté ici, ça doit être plus tard. Bon, on regardera plus tard. Ensuite, on crée un nouvel élément section, qui est un élément de recherche par titre. Et puis normalement, on devrait aussi avoir un élément de recherche par livre, etc. Mais après, pédagogiquement, ça revient au même. Et ce qu'on fait, c'est que on crée un élément section, recherche par titre, on met un champ d'input, comme tout à l'heure, pour chercher un livre par titre. Et on l'appelle input titre, de type texte, et le nom titre. Et on ajoute ce champ à la CV. Donc à chaque fois, vous avez le réflexe de vous créer des éléments, et vous faites des happen child pour ajouter ces éléments à d'autres éléments qui existent déjà. Bon, évidemment, Isabelle, vous avez le droit de dire que c'est plus difficile que d'écrire le code HTML directement. D'accord, mais en tout cas, là, on manipule au niveau du moteur client ce qui se passe, ce qu'on veut mettre ou pas à l'affichage. Ensuite, on crée un élément bouton qui s'appelle rechercher. On ajoute un événement qui réagit à clic sur cet événement bouton. Et cet événement, il aura une fonction. Alors là, je l'ai écrite avec un lambda en JavaScript. C'est j'ai pas écrit function, j'ai écrit la fonction qui prend un event et qui fait appel recherche titre de utilisateur et event. On ajoute ce document et voilà. Donc là, une fois qu'on est là, on s'arrête et on a abonné. Et si on fait un fichier HTML avec des scripts, alors vous pouvez faire ça et c'est strictement similaire à faire. C'est strictement similaire. Enfin, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Puisque ici, vous voyez, j'ai des champs script dans mon fichier HTML qui sont chargés quand on charge la page. Donc on charge d'abord le champ jQuery, et ensuite on charge le script que j'ai mis ici. Donc que vous les mettiez directement à l'intérieur du HTML ou dans un fichier annexe, la seule différence c'est la propreté du code. On préfère largement que votre code JavaScript soit dans des fichiers annexes plutôt qu'ils apparaissent comme script à l'intérieur du code HTML. Ce que vous trouverez dans les applications classiques, c'est un HTML déjà pré-rempli, où il y a déjà la structure du code, qui fait appel à des scripts, et les scripts manipulent à la volée en remplissant les choses qui sont pré-remplies dans le HTML. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, si vous voulez. Et je crois que c'est ce qu'on fait pour les parkings, que dans les parkings, j'ai quelque chose avec plus de... Non, c'est pas vrai. Mais non, parce que c'est du React dans les parkings, donc c'est différent. Mais sinon, oui, faites un truc entre les deux. Vous avez un HTML qui contient toute la partie fixe, et ensuite vous avez des scripts JavaScript qui sont lancés, et puis qui vont instancier la partie dynamique à l'intérieur du canevas qui est fixe. Donc là, quand on est là, on a fabriqué une nouvelle page d'accueil où on a mis la liste des emprunts en cours de la personne, et on a fait un champ de recherche, et on a abonné ce champ de recherche à une fonction qui s'appelle appel recherche titre. Alors où est-ce qu'on a la fonction appel recherche titre? Elle est ici. Elle prend un utilisateur et un événement qu'elle ne va pas utiliser. Et ce qu'elle fait, c'est que elle récupère l'élément de la page qui s'appelle rester. Qu'est-ce que c'est l'élément de la page qui s'appelle rester? On regarde ici. Et où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, non, pardon. Ça prend la recherche précédente, c'est ça? Donc si jamais la recherche précédente existe, ah oui, pardon, c'est le résultat de recherche précédent, excusez-moi.
Donc en fait ici, vous voyez, on va fabriquer un nouvel élément qu'on va appeler résultat de recherche. Et l'idée c'est que quand on cherche un deuxième truc, il faut enlever le premier résultat de recherche. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, si on le fait dynamiquement, on regarde, on récupère, alors getElementById, je vous ai dit maintenant, on remplace plutôt les getElementById par des query selector. C'est plutôt ce qui est à la mode. Regardez l'API JavaScript pour le query selector et ça permet de subsumer toutes les choses qu'on faisait avant, getElementsById, getElementsByClass, getElements, etc. Donc on regarde s'il y a un élément qui est identifié par le nom resté. S'il n'y en a pas, c'est s'il y en a un, on l'enlève. On remove child cet élément. D'accord? S'il n'y en a pas, alors on va en créer un ensuite. Mais si on n'a pas, ce qu'on fait, c'est que on récupère l'élément, la valeur de l'élément dont le nom est inpetitre. Alors vous avez vu ici, on avait donné le nom inpetitre à l'élément au champ input de recherche. Et donc cet élément s'appelle inpetitre. On va le récupérer et on va récupérer sa valeur. Sa valeur, c'est le titre qu'on essaye de rechercher. Et là, on fait un appel, encore un appel Ajax. On en a déjà fait deux. On a fait le premier appel Ajax pour vérifier l'authentification. Le deuxième appel, on l'a fait avec un fetch. Le deuxième appel Ajax, on l'a fait en XML HTTP request pur pour récupérer les informations d'un utilisateur, pour récupérer son profil. Le troisième appel Ajax, on le fait en jQuery, comme pendant les années 2010, si vous voulez. Et donc c'est $.ajax, ça c'est la syntaxe jQuery, et vous avez vu qu'on a chargé jQuery quand on a créé la page. Et la syntaxe, c'est de donner ici un URL, donner le type, c'est-à-dire la méthode, le type de données qu'on veut récupérer, et la fonction à appeler en cas de succès. Donc ça ressemble à fetch, sauf que ça n'utilise pas la mécanique de promesse. Et la fonction ici, c'est une fonction qui prend un résultat et qui appelle résultat titre sur l'utilisateur, le résultat et le titre. Qui est qu'on a récupéré où? Ah oui, c'est le titre du document, c'est la valeur. Donc voilà, on récupère résultat titre. Donc on appelle cette fonction-là quand le fetch a réussi. Donc on a été chercher tous les livres dont le titre était titre. On récupère le résultat ici, on crée un nouvel élément resté, ça va être la section résultat dans la page HTML, donc c'est celle où on regardait tout à l'heure, est-ce que ce résultat existe, si oui on l'enlève, pour pas qu'il y ait plusieurs résultats qui se collent les uns après les autres. Si jamais on n'a pas récupéré de résultat sur le serveur, alors ce qu'on fait, c'est qu'on répond aucun résultat, et on crée une section dans laquelle on va mettre le aucun. Donc c'est ce que fait ce code-là. Sinon, on crée un nouvel élément qui est la liste de tous les résultats qui correspondent à ce titre. On ajoute cette liste à notre résultat, à notre section résultat, et ensuite, pour chaque livre de la liste résultat, on appelle la fonction présente-livre sur le livre utilisateur, et on l'ajoute ici. Qu'est-ce que c'est présente-livre? Eh bien, c'est une fonction qu'on a ici, qui permet de présenter un livre dans un résultat. Et donc cette fonction, on imagine que si on a plusieurs recherches par titre, par auteur, etc., elles vont toutes utiliser présente livre pour présenter les résultats. Qu'est-ce que c'est la fonction présente livre? Elle renvoie un plivre. Plivre, c'est quoi? C'est un élément de type list item. On met son contenu à le titre du livre, de l'auteur, édition 2 et l'année de publication. Si jamais le nombre de livres disponibles est 0, on écrit un disponible en rouge. Si jamais le nombre de livres disponibles n'est pas 0, alors on crée un paragraphe qui contient exemplaire disponible, la couleur et un bouton emprunté. Et on abonne le clic sur le bouton emprunté à l'événement d'emprunt. À la fonction d'emprunt, pardon. La fonction d'emprunt, elle est ici, elle prend un livre à un utilisateur, elle fait un fetch sur l'URL du servlet des emprunts, avec l'identifiant du livre et le login de l'utilisateur, et elle fait un put, d'accord, pour créer un emprunt. Et si jamais ça se passe mal au niveau du fetch, elle fait une erreur d'emprunt de fetching. Si ça se passe mal au niveau de la traduction de la réponse en JSON, elle fait ça. Et si ça se passe bien au niveau du fetch et bien au niveau de la traduction en JSON du fetch, alors ce qu'elle appelle, c'est sa continuation.
Mince alors. Il n'y a pas de continuation, c'est ça? C'est marrant. Ça fait une erreur quand j'emprunte un truc? Ah oui. Ça fait que mon fetch a raté. Mais c'est pas grave. Oui, alors vous voyez, ce que j'ai voulu faire ici, c'est un fetch pour dire que j'emprunte un livre. Et ça va marcher parce que j'ai contacté le serveur a bien mis à jour les emprunts, mais le résultat d'un emprunt, on peut regarder ce que c'est, le résultat d'un put d'emprunt, c'est de... Bah c'est rien. Effectivement, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de write dans le... Quand on fait un put, ça fait juste un effet sur le serveur. Oui, donc j'ai codé ça n'importe comment, j'ai oublié de modifier cette année. Mais j'ai oublié d'envoyer une réponse quand on ajoute un emprunt. Donc là, on ajoute un emprunt et on n'envoie rien. Donc ça ajoute bien l'emprunt du côté serveur, mais ça renvoie rien. Ça pourrait quand même renvoyer que l'emprunt est bon côté, côté, côté client, mais ça le fait pas. Et donc du coup le compte il a rien à faire. Bon, du coup c'est intéressant. Donc quand on fait un emprunt, on envoie au serveur le fait qu'on emprunte, et par contre on ne traite pas le résultat. C'est pas très embêtant, puisque vous avez vu que ça marche, c'est pour ça qu'on l'a pas détecté. Et, et du coup, quand on récupère un emprunt, quand on appuie sur emprunter, bah, ça va rajouter l'emprunt à notre section des emprunts en cours, et ça va continuer. Je suis pas fier de moi. Je me suis arrêté parce que ça marchait, et puis du coup j'ai laissé une bêtise dedans. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire ici? De toute façon ce truc là est jamais lancé, donc il n'y a pas de problème de compte, parce que ce truc là est jamais lancé parce que le fetch ne produit rien. Le, le fetch ne réussit jamais, enfin le fetch ne renvoie jamais rien. Ça renvoie jamais les résultats du fetch parce que du côté serveur, j'ai un truc qui renvoie jamais rien. Ici, il n'y a pas de réponse. Je vais pas écrire quelque chose dans le writer. Bon, bah, je me suis arrêté un petit peu au milieu du truc, juste parce que ça marchait. Et alors voilà, donc ça suffit. Donc on rappelle l'enchaînement des trucs. Si jamais, sinon on arrive sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, on fait un fetch pour récupérer le profil de l'utilisateur. On récupère le profil. Ensuite, on affiche les emprunts en cours. On affiche un champ de recherche. Quand on fait une recherche, ça fait un fetch ici. Et ça nous permet de créer un objet résultat de recherche. L'objet de résultat de recherche a un bouton emprunté qui envoie un emprunt au serveur. Et là où j'ai raté, c'est que le serveur renvoie rien. Bon, globalement, ça vous fait une base pour comprendre comment fonctionnent les interactions client-serveur en JavaScript moderne. Donc vous avez des fonctions qui sont emmêlées comme un gros spaghetti qui s'appellent les unes les autres et qui se prennent en continuation les unes les autres. Et vous mettez à jour des morceaux de votre page. Hein. C'est ça le cœur de l'Ajax. C'est pour ça que cet exemple, il n'est pas réaliste au sens où il y a des problèmes de sécurité et de choses comme ça. Mais ce que je veux que vous compreniez,
c'est le côté de j'ai une page, j'ai un canevas dans une page, et j'ai des fonctions qui vont faire des appels au serveur pour modifier, ajouter, enlever, ou modifier, modifier le contenu, les morceaux de ma page. D'accord? Et j'abonne mes événements possibles ici à des fonctions qui vont avoir comme effet de soit modifier directement côté client, soit aller chercher des informations côté serveur pour modifier correctement côté client. C'est ça les applications web des années 2005, 2010, 2020. C'est vous êtes côté client, vous avez un moteur qui maintient une page à jour et qui modifie les composants de cette page en allant chercher des informations côté serveur à l'aide d'appels légers, qui sont les appels AJAX. Et on a vu 3 manières de faire des appels AJAX. Le fetch, ici, le XML HTTP request, ici, et le $AJAX, je ne sais plus où, ici. Voilà. Ok, donc ça clôt la partie bibliothèque. Et on va faire la même chose pour le parking, alors qui est plus simple, ça va vous prendre moins de temps, mais qui contient du React. Alors, l'idée ici, c'est que je commence par aller chercher 2 scripts qui contiennent des morceaux de l'API React. C'est un genre de devoir de vacances où vous pouvez aller regarder les tutoriels React sur React.js. Hein, il faut que vous allez sur React.js et c'est traduit en français de manière plutôt correcte, qui vous explique comment utiliser React, qui vous permet d'avoir de fabriquer des composants qui ont des états et qui sont mis à jour automatiquement par l'API quand leur état change. J'ai expliqué un petit peu en cours cette histoire de DOM virtuel, c'est-à-dire que plutôt que de faire à la main les modifications qu'on faisait tout à l'heure, où on fait des remove child, append child, on modifie explicitement, on va fabriquer un état et on va fabriquer des composants qui ont un état. On va dire quand est-ce que l'état change et tout seul, le moteur React qui tourne côté client va mettre à jour et réafficher correctement les morceaux de votre écran lorsque leur état change. Et au sein d'un même composant de votre écran, vous allez pouvoir définir des variables qui ne sont pas dans l'état, donc c'est-à-dire quand elles changent, on ne va pas modifier l'état, et des variables qui sont dans l'état, dès qu'elles changent, on va re-render l'état. Alors, à quoi ça ressemble? Mon client parking.js, alors déjà, on se rappelle notre serveur. Notre serveur, c'était un servlet init qui est lancé à l'initialisation et qui fabrique des parkings, et un seul servlet qui s'appelle restant. Alors le serveur init, il permet d'initialiser, il donne la liste des parkings, je crois. Quand on fait un get sur un init, il traduit en JSON la liste des parkings qui est ici. Et la liste de parking, c'est un objet avec une liste de parking ici. Donc il traduit en JSON la liste de parking. Et le servlet restant, donc c'est le servlet qu'on va contacter à la connexion pour pouvoir commencer à peupler notre page. Et le servlet restant, il prend comme élément un numéro de parking et voilà, il est là. Il prend comme élément un numéro de parking et il renvoie le nombre de places restantes dans ce parking. Donc le servlet init, il permet de récupérer la liste des parkings avec leur capacité, et le servlet restant, il permet, quand on lui donne un parking particulier, de récupérer le nombre de places qui restent sur ce parking. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du code client? Vous avez ici une fonction. Alors, qu'est-ce qu'on fait initialement quand on lance ce code? On dit démarrage sur la console et on lance la fonction récupère parking. La fonction récupère parking, elle est ici. Elle prend un URL. Elle fabrique un header en disant j'accepte du JSON. Alors, l'URL, c'est le servlet d'initialisation des parkings, donc qui s'appelle sinit. Et si on regarde le web.xml, ça devrait bien être ça. sinit, ça correspond au servlet qui s'appelle servinity,
Et le servlet qui s'appelle servinity, il est implémenté par la classe servletInit qu'on vient de regarder. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va viser le servlet d'initialisation. On n'a pas besoin de paramètres ou de query string. D'accord? Et on fait un fetch. On fait un fetch avec la méthode get. Et si le fetch se passe mal, on dit qu'on n'a pas réussi à fetcher les parkings. Si le fetch se passe bien, on applique à la réponse une fonction qui va convertir cette réponse en JSON. Si la conversion se passe mal, on va dire ben non, on n'arrive pas à parser le résultat. Et si la conversion se passe bien, au moment où elle se passe bien, où on a fini de convertir, on va appeler la fonction qui prend le résultat de la conversion en JSON et qui appelle la fonction structure sur le champ parkings de cet objet JSON. La fonction structure, où elle est? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle dit, la fonction structure? Elle dit, je prends une liste de parking. Pour chaque parking de cette liste, alors je fais un log dans la console de l'identifiant de parking, je crée un nouvel élément div, donc un nouveau paragraphe dans ma page, où le contenu de ce paragraphe, c'est parking plus adresse plus 2 points. Je crée un nouvel élément div que je vais ajouter à ce div là, donc ça va créer dans la page, donc ça va créer un div parking du 3 rue machin 2 points, et donc ça c'est un div, et je vais rajouter un autre div à l'intérieur de ce div là. Et le div là, il va être attaché au body de mon document. Et dans le div interne, qui s'appelle eParkingValue, ce que je dis, donc je l'ajoute ici, et ensuite j'appelle la méthode React en créant un élément React de type valeur parking, de la classe valeur parking. On va voir ce qui va être au-dessus, avec comme paramètres parking ID, parking max et parking occupé. Et ensuite, je l'attache à eParkingValue. Donc ce que je dis ici, c'est créer un élément React, un élément abstrait, et le faire instancier ce eParkingValue. Donc ce eParkingValue qui est un div que j'ai rajouté ici, c'est un div spécial. Je l'ai lié à un élément de la classe valeur parking. Et ça, c'est une classe React que j'ai définie moi-même. On va voir ce que c'est comme classe React. Qu'est-ce que c'est la classe React valeur parking? Elle est là. Donc on écrit le nom de la classe, le nom qu'on veut donner à la classe, on met qu'elle étant un composant React. On lui donne un constructeur, et après on peut lui donner différentes fonctions. Ce qui est important, c'est une fonction à lancer lorsqu'on monte le composant, lorsqu'il est chargé dans la page, une fonction lorsqu'on démonte le composant, lorsqu'il est déchargé de la page, et une fonction très importante render, qui est à comment on affiche l'élément. Et ce qui est aussi très important, c'est d'avoir un state, c'est-à-dire d'avoir un champ spécial c'est un champ spécial de la classe qui décrit les valeurs, de l'élément qui sont des états, c'est-à-dire celles qui, dès qu'elles sont modifiées, il faut en changer l'affichage. Les autres valeurs, quand elles sont modifiées, on n'en change pas l'affichage. Alors voilà, quand on construit un élément React, on lui donne des props. D'accord? Les props, c'est en gros les paramètres qu'on lui donne. Donc là, vous voyez, quand on crée un élément valeur parking, ces props qu'on lui donne, c'est un props ID, un props max et un props occupé. Donc ce qu'on fait, c'est que le constructeur prend des props. Bon, ça c'est parce qu'on étend la classe React, très bien. Donc on crée la surclasse. Ensuite, on va mettre l'ID du parking dans la console, bon ça c'est peu importe. Et on va créer une constante. Donc une constante, c'est pas quelque chose qui est dans l'état, qui est égal à... On va parser le nombre de places max qui nous est donné au moment où on crée cet élément, moins le nombre de places occupées, qui est le nombre de places occupées au moment où on crée cet élément. Et donc ça va donner le nombre de places restantes. On va écrire restante dans la console. Et ensuite, on va définir l'état de cet élément comme une unique variable qui s'appelle valeur et dont la valeur initiale est le nombre de places restantes. Donc en écrivant ça, on dit à React que ce composant a un état qui est la valeur du parking, qui est le nombre de places restantes qui va évoluer, et quand ce nombre est modifié, alors il faut re-render
l'événement. Il faut re-render le composant. Maintenant qu'on a créé ce parking, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'au moment où le parking charge, on va prendre on va prendre la valeur actuelle de l'état qu'on va appeler sState, et ensuite on va créer une fonction. Donc cet intervalle, vous vous souvenez, ça appelle une fonction à un intervalle donné. Donc toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire tous les secondes, on va appeler la fonction suivante. Cette fonction, c'est la fonction récupère restant, qui prend comme argument un PID, qui récupère un résultat, et ce résultat, on lui passera la fonction suivante, qui est de modifier la valeur de l'état du composant à la valeur x. Donc en gros, ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'abonner ce composant à une fonction qui, toutes les secondes, va chercher la valeur de place restante dans le parking et change l'état de ce composant pour que sa valeur soit x. Et si on change l'état, on va le re-render. Et ça, c'est automatique. C'est la magie du Virtual DOM. C'est que on dit juste qu'est-ce qui touche à l'état d'un élément. Et dès qu'on touche à l'état d'un élément à runtime, alors il est re-render. Et on n'a pas à refaire nous-mêmes, comme on l'a fait pour les bibliothèques, de refaire nous-mêmes des choses qui vont remodifier explicitement l'événement sur un flow de contrôle. On abonne juste, c'est même pas on abonne, c'est on dit quand est-ce que on donne des valeurs d'état, et quand ces valeurs changent, le composant est re-render. Donc là on dit, on abonne une fonction qui va changer la valeur toutes les secondes, donc toutes les secondes ça va être render automatiquement. Et puis quand on unmount, quand on décharge le composant, bah évidemment on supprime la fonction qui faisait un truc toutes les secondes. Alors ça veut dire quoi de re-render un parking? Bah render un parking c'est quoi? C'est de créer un élément de classe div, bah, ça tombe bien parce que c'était un div qu'on voulait, et de passer en style une couleur, qui correspond à l'appel de la fonction couleur sur le maximum, le props c'est ce qu'on a donné à la création, donc c'était props max, c'est le nombre de places maximum du parking, et 10.state.valeur, c'est la valeur courante. Donc quand on a un 10.props pour quelque chose, c'est un attribut constant qu'on a donné à la création. Quand on a un 10.state quelque chose, c'est un attribut qui fait partie de l'état et qui change à runtime. Et donc on donne comme couleur quelque chose qui est calculé par la fonction couleur, et on donne la valeur, c'est-à-dire le nombre de places restantes, dans le paragraphe. Donc c'est juste ça l'élément, c'est un paragraphe qui contient juste une valeur d'une certaine couleur, mais on l'a réifié sous forme d'un élément, d'un composant React, qui va être mis à jour automatiquement toutes les secondes, et qui du coup va être render automatiquement toutes les secondes. Maintenant regardons la fonction couleur elle prend le max et la valeur. Si jamais on est rempli à plus de 50%, on est vert, sinon on est orange, rouge ou violet si jamais on n'a plus de place dans le parking. Alors, à un moment, il y a la fonction structure qui était appelée. Oui, non, c'est juste, on est en train de faire la fonction structure. On avait dit, donc pour chaque parking, je crée un élément spécial React valeur parking. Enfin, pour chaque parking, je crée un champ parking plus son adresse 2 points. Et à côté, je mets un div. Donc ça va faire des trucs comme ça. On va avoir le parking machin, le deuxième parking truc. Et chacun de ces valeurs parking va correspondre à un événement React spécial qui contient un état qui s'appelle valeur et qui est abonné à une fonction qui fait des Ajax toutes les secondes. Donc là, toutes les secondes, je fais des appels Ajax et je mets à jour la valeur. Et le moteur React va re-render à chaque fois ce composant, à chaque fois que son valeur est modifiée, c'est-à-dire toutes les secondes. Évidemment, on n'est pas obligé de modifier toutes les secondes, on peut modifier de manière réactive pour réagir à un autre événement. C'est juste que on définit des choses qui sont des valeurs, et quand ces valeurs sont modifiées, alors la chose est re-render. Alors si on fait des Ajax dans le code, parce que donc ce que j'ai dit, c'est juste, je veux toutes les secondes appeler cette fonction. Cette fonction, elle fabrique un résultat et on lui passe ça au résultat.
En gros, c'est une fonction qui calcule quelque chose et qui remplace la valeur de l'état par ce quelque chose. Mais j'ai pas dit comment faire cette fonction encore. Si cette fonction elle fait que des trucs côté client, il n'y a pas d'Ajax. Mais là, l'arnaque, c'est qu'en fait, cette fonction-là, elle va faire un Ajax. Et elle est ici. Elle est où d'ailleurs? Récupère restant, elle est là, vous voyez. Donc elle prend une continuation qui doit arriver au résultat et un identifiant. Et là, vous voyez, il n'y a pas de surprise. Elle fait un fetch. Elle va fetcher un get sur le servlet des parkings restants en donnant l'identifiant du parking. Et, en fait, ce qu'elle fait, c'est que si jamais le parsing sous forme de texte du résultat a fonctionné parce que le fetch a fonctionné, elle renvoie le résultat sous forme de texte directement. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a abonné toutes les secondes notre composant à une fonction qui, cette fonction-là, par contre, le récupère restant, elle fait un appel Ajax. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément de l'Ajax dans du React. Vous pouvez faire un React qui change toutes les secondes ou qui change vis-à-vis de choses, d'événements qui se passent côté client et qui est modifié à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de faire un composant Ajax qui a besoin du serveur, même si c'est un peu l'intérêt, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui bouge lorsque un état bouge. Et le bougement, la modification de l'état, elle peut venir du client ou d'un appel serveur. Donc là, on appelle cette fonction, et toutes les secondes, elle nous donne un résultat, on le change à partir de ce résultat. Et la fonction, on a vu que ce qu'elle faisait, c'était un fetch pour récupérer le nombre de places restantes dans un parking. Et du coup, c'est fini, et ça doit donner quelque chose ici. Donc voilà. Donc là, vous voyez, toutes les secondes, mes parkings sont remis à jour. Et vous avez compris, parce que je vous l'avais montré la semaine dernière, que j'ai inventé il y a un thread qui tourne sur le serveur qui modifie les parkings en temps réel. Ça fait rentrer et sortir des voitures. Je crois que je l'avais mis. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Vous voyez, vous avez des voitures qui rentrent et qui sortent des parkings côté serveur. Et là, j'ai défini côté client des composants. Donc ça je les ai écrits comme des enfants du DOM. Et ça, je les ai liés à des composants React. Ces composants React, toutes les secondes, ils vont chercher leur nouvelle valeur et ils modifient leur état. Comme ils modifient leur état, ils sont re-render par le moteur React. Et donc toutes les secondes, toutes les choses sont mises à jour. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc c'est du web, donc évidemment, il y a beaucoup de travail de recherche personnelle et d'API à consulter. De ce que j'ai compris, vous êtes plutôt bien avancé. J'ai des frayeurs pour les projets PAF, mais pas vraiment pour les projets PC3R, parce que j'ai l'impression d'interagir régulièrement avec vous, et aussi Christine m'en a parlé, et que ça avance plutôt bien sur les projets PC3R. Donc c'est bien si vous arrivez à boucler un truc correct avant le grand rush de la fin de l'année. Vous, il vous reste encore 2 TD, 2 TME, enfin celui de cette semaine, plus 2 autres TME. Vous avez 2 heures juste pour travailler sur ce projet. Et il faudra du temps. Non, mais c'est vrai. L'année dernière, j'ai vu des super projets et en PAF et en PC3R. Mais comme je disais à midi, c'était dans des circonstances un petit peu différentes. Où c'était le tout début du confinement, les étudiants étaient ultra motivés, ils n'étaient pas encore fatigués. Et les mêmes étudiants cette année en M2 étaient dans un état vraiment différent. Donc voilà. Et surtout, ils n'avaient pas d'examen. Ça, c'est vrai, Isabelle, vous avez raison. Et du coup, toute la note comptait sur les. Toute la note passée par les projets. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui les avait beaucoup motivés. Ok, donc Valentin, si vous voulez m'en parler, Émilie m'en a déjà parlé un petit peu. Contactez-moi par Discord dans la semaine et puis on peut un peu discuter de ça. En attendant, bon, j'espère que ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est plutôt clair. Je vais vous donner mes applications, je vais les mettre. Je crois que Christine, elle les a déjà mis à son groupe pour que vous puissiez les re-regarder. Évidemment, vous avez vu qu'elles sont remplies de fautes, choses comme ça, donc vous pourrez les commenter.
Et puis sinon, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Et, euh, et voilà. Donc merci. Et puis, passer une bonne semaine. Non, on se revoit jeudi pour le dernier cours de PC3R. On fera un peu de Go pour finir, mais il durera pas trop longtemps. Puis ce sera pour vous présenter PPC de la semaine prochaine. Au revoir.